Bonjour à tous et bienvenue sur Tandem TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Rifaille. Monsieur Rifaille, bonjour. Bonjour. Je vous reçois, vous êtes franco-syrien, écrivain et à l'occasion de la sortie de votre livre Un Syrien en Israël, j'ai souhaité vous interroger autour de cette expérience extraordinaire, un voyage incroyable que vous avez fait en Israël. Dans ce livre, vous parlez de votre enfance en Syrie, de votre passage à Paris, mais surtout de la préparation et de ce voyage exceptionnel en Israël. Donc merci d'être avec nous sur Tandem TV. Merci de me recevoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le pourquoi et votre voyage en Israël, j'ai été très intrigué à la lecture de votre livre parce que vous parlez plusieurs fois d'une expérience qui vous a marqué enfant en Syrie. C'est l'écoute clandestine la nuit de cette radio israélienne que vous ne compreniez pas, que vous étiez arrivé à capter un peu par hasard, et c'est une expérience qui apparemment vous a beaucoup marqué. Oui, le contexte était très peu après la guerre des Kippour. Mais aussi le contexte, c'est que matin, midi et soir, à l'école, à la télévision, à la radio, j'entendais l'ennemi de l'entité sioniste. Vous avez le visage de cet ennemi sioniste qui, pour l'enfant ou l'adolescent que j'étais, c'était l'incarnation du mal. C'est l'incarnation du mal absolu. C'est quelque chose de monstrueux, bien sûr, et que nous devions combattre et haïr. Et moi, c'est vrai, par hasard, je suis tombé à la fin de la soirée, début de la nuit, dans ma chambre, sur cette radio que je ne savais pas au départ qu'elle était israélienne, mais que j'ai découvert par la suite qu'elle était israélienne. Et donc, bien sûr, j'étais intrigué. J'étais même, comment dire, choqué. Et en même temps, j'étais attiré, curieux de savoir cette langue qui parlait. J'étais très rapidement interrogé par le fait que j'avais l'impression de comprendre quelques mots. Et surtout, j'étais surpris de voir cette radio de l'émissionniste, de ces monstres que j'imaginais dans ma tête. C'est des gens qui riaient, c'est des gens qui parlaient, il y avait des chansons, et puis il y avait encore une fois des mots que je pensais en arabe. Donc je me disais que c'était pas, heu, c'était pas si lointain, c'était une nuit que j'imaginais sur la planète Mars. Pourtant, elle était juste à côté, mais ces extraterrestres, ça avait le visage d'un humain. Et surtout, après, le lendemain, j'avais l'impression le lendemain de la première fois, quelque part, de défier de cette haine qui m'entourait. Donc tout le monde ne parlait que de cet ennemi, et moi, je l'ai écouté. J'avais l'impression d'être, bien sûr, ce traître. Il y avait l'impression de défier, d'aller à l'encontre de tout le monde. Donc oui, c'est quelque part, ça m'excitait, et en même temps, j'étais en contradiction. Donc voilà, ça c'est le début d'un sentiment de fascination, et en même temps de rejet total. De rejet, parce que c'est par rapport autant que j'ai été attiré par cet ennemi, voilà, mais c'est la contradiction aussi qui ont fait qu'aujourd'hui je suis là. Parce que c'est quelque chose de très particulier que vous racontez dans ce livre, cette enfance dans une Syrie qui est anti-israélienne. On parle de l'entité sioniste, il y a une manière de dire le Yaoud, le juif, qui est très particulière. On vous décrit à la fois Moshe Dayan, Golda Meir comme des monstres absolus. euh, et voilà, vous êtes attiré quelque part et curieux de cette défiance envers cet ennemi invisible. De même que, alors vous êtes dans une famille athée, communiste. Il y a aussi un regard particulier qui est porté sur la Deuxième Guerre mondiale et notamment sur l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale ou le non-enseignement d'une partie de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et c'est la contradiction de tout l'environnement dont vous venez de parler. C'est vrai que je suis né dans une famille athée, communiste, qui connaissait l'histoire, hein.
parce que mes 2 parents étaient même allés en Union soviétique, ils avaient fui la dictature de Nasser et en réalité, ils connaissaient une partie de cette histoire, la vérité de cette histoire. C'est que dans le cours, scolaire, à l'école, dans les médias, il y avait pas des médias, on parlait jamais de la Shoah, de l'Holocauste. On parlait bien sûr de la Deuxième Guerre mondiale. Moi-même, j'étais imbibé dans la culture soviétique vu que mes parents étaient communistes. Je lisais beaucoup, hein, comme un enfant, comme adolescent, beaucoup de littérature soviétique sur cette guerre, hein, en arabe, bien sûr, traduite en arabe. Et en réalité, j'ai pas l'impression que cette notion de la Shoah, de juifs victimes, de l'industrialisation de la mort des juifs parce que juifs était présente. Et bien sûr, ma mère, à un moment donné, la première fois, nous en parlons quand mon oncle paternel venait à la maison nous dire que c'est dommage que Hitler n'a pas terminé son travail. Elle l'a chassé, elle l'a mis à sa place, elle lui a rappelé la vérité historique, c'est-à-dire que, Hitler n'a pas fait ça par amour aux Arabes, parce que lui-même, il allait être le suivant après les Juifs s'il avait continué son projet macabre. Mais, en même temps, elle nous a pas parlé de cette, dimension. Elle nous c'est vrai qu'elle a sémé une graine, mais elle nous a pas dit effectivement, les Juifs étaient victimes d'une entreprise, d'une entreprise, monstrueuse qui est la Shoah, cette industrialisation de la mort et donc voilà et c'est ça la contradiction aussi. Et donc, vous continuez vos études en Syrie, vous passez votre bac et vous avez la chance de recevoir une bourse pour, aller en France, et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre en vous à votre arrivée en France. Oui, c'est un nouveau monde, parce que je viens malgré tout avec mes bagages anti-israéliens, je viens, avec, malgré tout, voilà, ces doutes, ces contradictions. Je pensais être, un homme de la paix parce que, en soutenant la cause palestinienne, que je suis dans mon droit, j'étais dans le camp de bien et pourtant, il y a beaucoup d'éléments qui manquaient dans cette histoire que je connaissais pas. À commencer par ce qu'on vient de dire, la Shoah et donc effectivement, la France me donne cette possibilité d'écouter, d'entendre, de rencontrer, de regarder, de feuilleter des pages que je connaissais pas et que petit à petit, ça renvoyait à mes contradictions, à mes doutes aussi, en disant: «Bon, il y a quelque chose qu'on nous a caché et que peut-être si on nous avait pas caché cette histoire qui est vraiment pour moi fondamentale de le savoir, peut-être ma perception, la perception des millions, d'Arabes, de jeunes Arabes aurait été différente et qu'aujourd'hui, je pense que encore à l'ère d'internet, à l'heure de la connaissance, de l'information, c'est aussi des parents des jeunes aujourd'hui qui ont eu la même génération que moi, qui n'étaient pas aussi informés. C'est qu'aussi ils n'ont pas pu éduquer, apprendre à leurs enfants cette horreur et faire la nuance entre effectivement, cette industrialisation de la mort et des différences politiques qu'on peut avoir ou pas Bien sûr. à l'encontre de la cause palestinienne. Et donc, vous décidez d'entreprendre un voyage en Israël. Qu'est-ce qui vous motive pour faire ce voyage? Combien de temps vous aviez prévu, de rester en Israël? Alors, ce voyage a été, en fait, j'aurais pu partir en Israël il y a des années, parce que je suis français depuis longtemps. Je n'avais jamais imaginé d'aller en Israël. C'est aussi, parce que par refus, par rejet aussi, même si je pensais avoir fait mon cheminement, mais inconsciemment, je rejetais aussi ce pays qui m'était interdit, cet ennemi désigné. Et ce voyage a été provoqué par l'écriture que j'ai entamée, par cette accusation de la productrice qui me disait: «Les Syriens sont très antisémites» et moi, j'ai commencé un travail sur moi-même, c'était pour moi, ce travail et au bout de ce travail, sur mon enfance syrienne, sur mon cheminement en France,
je me suis dit: «Mais je vois pas pourquoi il me manque, d'aller en Israël pour voir de mes propres yeux, confronter aussi mes doutes et confronter, mes a priori, mon rejet sur lequel j'ai été élevé». Et donc c'était pour moi quelque chose d'indispensable, de très émouvant d'aller en Israël en tant que Syrien. Et j'ai décidé, je connaissais personne à l'époque, à part la famille d'une amie israélienne à Paris, et j'ai décidé d'aller. Je voulais pas faire un voyage touristique, hein, c'était pas mon objectif. On me donnait plein d'adresses, des plages, d'aller à Eilat et tout, c'était pas du tout mon objectif. Donc je voulais aller le plus longtemps possible. Je suis resté 1 mois et demi la première fois, avant le 7 octobre, et voilà, ça a été une boule de neige de rencontres, au quotidien. Exactement. Alors, il y avait effectivement énormément de rencontres, on va en parler, mais il y a quelque chose de très marquant dans votre livre, c'est un sentiment de peur qui ressurgit à de nombreuses reprises. Peur à l'aéroport à Paris de ne pas être accepté parce que effectivement vous avez cette double nationalité, mais peur que le côté syrien soit un frein, à monter dans l'avion. Peur à votre arrivée à Ben Gourion qu'on vous remette dans un avion et qu'on ne vous laisse pas rentrer en Israël. Peur avec les premiers contacts avec des soldats, avec des locaux, et à de nombreuses reprises, vous mentionnez ce sentiment. Est-ce qu'au fur et à mesure de vos rencontres et de votre présence en Israël, c'est un sentiment qui a presque ou complètement disparu? Alors, moi, je suis allé en Israël à la rencontre de mon ennemi désigné. Et pour les Israéliens, je peux comprendre que je sois aussi l'ennemi. J'étais très perturbé par l'image que pouvaient avoir les Israéliens d'un Syrien qui débarque en Syrie. À chaque fois, je croisais des Israéliens, même sans leur parler, sans juste les regarder vivre, je suis retourné dans mon enfance syrienne, presque incrédule. À 14 ans, j'ai écrit un roman, même si c'était un roman qui justifiait la mort des Israéliens. Le héros de ce roman voulait se faire un kamikaze pour tuer des Israéliens. Et moi, je suis là, en Israël. Je me rappelle, la première fois, je suis arrivé à Jérusalem en sortant de la gare. J'arrive à la station de tram. Je me revois, je ne sais pas pourquoi je revois cette image d'attentat qui a fait à la même station des victimes, juives, des victimes israéliennes, et par un terroriste. Bien sûr, je ne suis pas du tout un terroriste, mais je me dis: «Voilà, donc moi j'ai fait un chemin», et c'est vrai, j'ai peur à chaque fois, qu'il y avait peur. Je vais répondre à votre question après, mais c'est pour vous montrer la sensation, les sentiments, Bien l'émotion sûr. à ce moment-là, c'est que qu'est-ce que penserait de moi cet Israélien s'il savait dans quelle haine j'ai été élevé, qu'est-ce que je pensais moi de cet ennemi israélien? Bien sûr, ce sentiment de peur a disparu, parce que j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens, et c'est juste je me sens vraiment chez moi, je me sens à l'aise, je me sens apaisé en Israël. Et c'est bizarre que je suis parti en Syrie la dernière fois en 2009, et ce Syrien qui peut pas aller en Syrie, il peut quand même aller dans le pays ennemi, l'ennemi sioniste, plusieurs fois, et qui se sent vraiment, presque chez lui. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et vous parlez de toutes ces rencontres. Vous avez rencontré énormément de monde, notamment grâce à X, ex-Twitter, à des amis, à des connaissances et vous rencontrez, un guide touristique, des couples, des Arabes israéliens, des Juifs israéliens, des Palestiniens, un prêtre, un rabbin. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulière qui, la première qui vous a le plus marqué ou, quelque chose de particulier par rapport à ces rencontres? Alors, je vais vous décevoir parce que je n'ai vraiment pas une rencontre qui est plus importante que d'autres, parce que toutes les rencontres que j'ai faites, à chaque fois, c'est l'émotion. Moi, c'est ça qui caractérise, mon récit, c'est ce que je voulais enregistrer, ce sont des émotions que j'ai vécues à chaque fois.
Heu, S'il fallait en donner quand même quelques-uns, un exemple, c'est vrai, je j'ai eu des amis maintenant, j'ai des amis que j'ai rencontrés sur place, que leur rencontre, je peux dire aujourd'hui, a changé le cours de ma vie, a changé ma perception. Je pense à mon ami écrivain Igaz, je pense à plein d'autres, mais aussi il y a une rencontre qui était un signe de destin. C'est à mon arrivée à Tel Aviv, quand je rencontre ce juif irakien qui débarque de nulle part ailleurs. Je venais d'arriver de Ben Gourion, j'attendais ma location et ce monsieur qui se pointe en me regardant regarder, le plan de Tel Aviv comme un touriste. Il me parle en anglais, on découvre qu'il est irakien, juif irakien et moi, le Syrien qui débarque, il croyait pas à ses yeux, il croyait pas à ses oreilles. Et moi, je l'ai laissé partir. Alors, j'avais envie de garder contact avec lui, de parler avec lui, mais voilà, c'était cette rencontre, cette manquée, mais quand même signe d'un destin, alors que je suis athée, qui m'a beaucoup touché. Alors, à travers ces rencontres, il y a également un couple dont vous parlez à plusieurs reprises et vous révélez, au sein de ce couple, les différences de vues sur les tensions avec, les Palestiniens et parfois même avec des dîners entre amis, des discussions assez tendues à ce niveau-là. Est-ce que vous aviez imaginé, avant de venir en Israël, la complexité quelque part de la société israélienne et le regard que la société pouvait porter sur les tensions qu'il pouvait y avoir avec les voisins palestiniens? Alors, je l'ai imaginé parce qu'il y avait, des amis israéliens à Paris qui étaient plus pro-palestiniens que moi-même, on va dire ça comme ça. Ce que je découvre quand même, c'est vrai qu'avant le 7 octobre, la société israélienne est, quelque part, c'est vrai, elle est divisée, notamment c'était dans le contexte des manifestations contre le premier ministre Netanyahou et sa réforme de la justice. Mais j'allais dire, en réalité, cette division est un signe de santé démocratique, qui glisse. Israël, c'est la seule démocratie dans le Moyen-Orient et c'est encore tant mieux s'il y a des divisions, tant mieux s'il y a des différences, des divergences, sur les questions politiques et même, autres. Mais, ce que je découvre aussi, c'est que ce tiraillement par rapport effectivement à la cause palestinienne, au sort des Palestiniens. D'abord, je pense, je vais noter 2 points importants à mes yeux, c'est qu'en allant en Israël, j'ai découvert par surprise presque, vraiment inattendu, j'allais dire que quand je découvre cette compassion que beaucoup d'Israéliens avaient à l'endroit des Palestiniens et que vraiment plusieurs fois j'ai entendu dire des Israéliens, pas uniquement de gauche, pas fortement de gauche, il dit mais dire: «Mais Alexandre, on veut bien aider les Palestiniens, on ne sait pas comment aider les Palestiniens. On aimerait bien que leurs enfants aient la même vie que nos enfants en Israël. On ne sait pas comment». Moi, de la place où je suis, de l'arabe, du syrien, que j'ai vécu jusqu'à mes 22 ans, j'ai jamais entendu un seul de mes concitoyens dire formuler cette compassion à l'égard des Israéliens civils. C'est-à-dire pour nous, même un Israélien civil qui est victime d'un attentat est justifié, cet attentat est justifié. Il n'y a pas cette compassion. Personne ne vous dira: «On aimerait bien respecter la sécurité des civils en Israël» et c'est ça la différence. La deuxième chose que je trouve aussi, donc c'est une société vivant avec, bien sûr des différences et des débats. Dans la société arabe, ils sont jamais unis, ils sont jamais d'accord sur rien comme beaucoup partout dans le monde. Mais par contre, ils sont unis sur une seule chose, c'est le rejet d'Israël. Donc il n'y a pas beaucoup de nuances dans ce débat par rapport à Israël dans le camp arabe. Ils sont tous unis dans ce rejet, dans cette haine et c'est ça qui est différent avec la société israélienne où vous allez trouver des gens, encore une fois, plus pro-palestiniens que moi et vous allez trouver des gens effectivement qui sont dans l'extrême, on peut juger que dans l'extrême, dans sur le l'échiquier politique israélien.
Et effectivement, pour compléter ce que vous dites, vous expliquez selon vous que le principal frein, pardon, à la paix entre Israël et les Palestiniens est le monde arabe en général et cette culture généralisée de la haine et de la violence qui est omniprésente encore dans le monde arabe aujourd'hui. Oui, et au-delà de cette culture de haine, je dirais, cette culture de haine, générée est causée par une culture plus grave encore, qui est la culture du rejet systématique. Le rejet systématique du devoir du peuple juif à retourner sur une terre historique qui est la sienne et que tant que le camp arabe ne voit pas dans les Israéliens autre chose que de colons venus de Pologne ou je ne sais pas où, il n'y aura pas une véritable paix. Il n'y a pas cette reconnaissance de droit d'Israël à exister sur cette terre. Et donc ce rejet provoque la haine et justifie la violence. C'est-à-dire quand aujourd'hui vous entendez la gauche en France, en Occident, vous dire que le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre, mais ça a commencé en 47. C'est exactement la même rhétorique que vous entendez dans les rues arabes, aujourd'hui comme hier, comme avant-hier, comme il y a 50 ans quand j'étais gamin. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas cette existence de l'État d'Israël et cette gauche reprend la même rhétorique. Et cette rhétorique ne fait qu'engendrer la violence, que la justifier et que, en fait, attisser la haine. Parce que vous êtes élevé sur cette haine, on vous a volé votre terre, on vous a comment dire? Pris votre maison, donc vous êtes né sur cette haine et vous cultivez cette haine et cette volonté de vengeance. Alors, vous décrivez un voyage extraordinaire. Il y a ces rencontres, il y a le choc avec cette société israélienne si dynamique, si joyeuse malgré les attentats, malgré les contextes et les tensions. Et vous faites quand même beaucoup de visites. Vous visitez Tel Aviv avec le musée du peuple juif, le parcours de l'indépendance. Vous allez à Jérusalem et vous visitez le Kotel, le Saint-Sépulcre, la mosquée Al-Aqsa, le dôme du Rocher, Yad Vashem. Est-ce qu'il y a un de ces endroits, quel est celui qui vous a le plus marqué? Encore une fois, c'est vrai, tous les endroits m'ont beaucoup touché et le premier endroit, le lendemain, mon arrivée à Tel Aviv, je découvre parce que il n'était pas dans les guides, le parcours de l'indépendance et je suis très content, je suis très excité parce que après 30 ans de vie en France, même j'ai un peu feuilleté l'histoire d'Israël, mais là, je redécouvre l'histoire d'Israël avec ce parcours de l'indépendance et je suis un homme de lecture, de l'apprentissage, j'aime apprendre et donc ça m'a beaucoup touché. Mais j'allais dire quand même le lieu qui m'a le plus touché, c'est bien sûr Yad Vashem. Yad Vashem, je suis sorti, comme je le lis dans le livre, très fatigué, très, très fatigué physiquement et moralement parce que vous avez la lourdeur de l'histoire et vous vous rendez compte de l'horreur, même si vous l'avez vu, je l'ai vu dans le documentaire. Mais là, vous voyez le triangle en arrivant dans Yad Vashem, vous voyez toutes ces vies humaines qui défilaient, ces juifs d'Europe qui défilaient. Ils vivaient, ils dansaient, ils travaillaient et tous ces gens-là n'existent plus parce qu'ils étaient juifs. Et après, vous rentrez dans les Yad Vashem, vous suivez ce parcours de l'horreur, de cette industrialisation de la mort qui pour moi, ça doit être appris à tout le monde parce que l'humanité ne doit absolument jamais justifier et jamais refaire cette horreur. Et d'autant plus que si c'était effectivement enseigné, on arrêterait de faire des comparaisons avec les horreurs qui ont pu se passer Absolu et les dégâts d'une guerre comme malheureusement on la connaît aujourd'hui. Alors Absolument, parce qu'on ne peut absolument pas comparer. C'est-à-dire, vous avez une industrialisation de la mort pour les juifs parce que juifs. Or, comme vous le dites, c'est une guerre et en plus, c'est une guerre qui est provoquée par l'autre camp. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ça l'injustice que je descends à l'égard d'Israël, c'est que, bien sûr, il y a des victimes civiles palestiniennes qu'on peut regretter, mais moi, je sais, j'étais en Israël, j'ai vu de mes propres yeux comment les Israéliens, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, essayaient
prévenez, informez, disait aux Gazaouis: «Sortez de cet endroit, on va le bombarder» et par les tracts, par les SMS, par les réseaux sociaux, par la télévision, par la radio, quand vous voulez commettre un génocide, vous ne le faites pas ça, vous n'informez pas la Bien sûr. population et de la même manière au Liban, demandez aux Libanais qui savaient ils ne pouvaient écouter que le porte-parole de Tsahal parce qu'ils savaient qu'il disait la vérité. Il disait tous les jours: «Aujourd'hui, nous allons bombarder telle zone, ne restez pas là, vous n'êtes pas les visés. Ce qu'on vise, c'est les terroristes, c'est le Hezbollah». Il a fait en Gaza, il a fait au Liban. Encore une fois, on va faire cette comparaison abjecte avec l'Holocauste, c'est vraiment insupportable. D'autant plus qu'encore une fois, les dégâts civils, on les pointe ici, mais on n'en parle pas. Dans tant d'autres conflits, que ce soit dans la région, entre les Arabes ou quand il y a eu des coalitions contre Daesh, où là, il y a eu des milliers et des milliers de civils, mais on n'a jamais fait des comparaisons que malheureusement certains font aujourd'hui. Tout à fait et même, vous avez des comparaisons aussi abjectes quand on vous dit, moi, je reçois beaucoup de messages en me disant: «Mais tu as pas honte? Regarde combien de morts Israël a tué, chez les Syriens». Je leur dis: «Pardon? Pardon, d'abord Israël, c'est vrai, ils bombardaient en Syrie des positions du Hezbollah et de l'Iran depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans même et c'est grâce à ces bombardements que le régime du dictateur est en partie tombé, d'abord. Ensuite, vous regardez le nombre de victimes tuées par Israël dans la guerre du Kippour, c'était une guerre entre 2 pays, ça ne dépasse même pas 3 000 personnes, ça dépasse même, je pense, les 2 700, je n'ai pas le chiffre en et quand vous regardez le nombre de tués par le régime lui-même, 600 000 personnes et vous comparez, vous faites une comparaison, donc oui, c'est regarde, combien de personnes Israël a tué chez les Syriens, mais comparons les chiffres, c'était une guerre et là, son le régime propre, même, régime Jolani, il a quand même, tué des Syriens, des Alaouites et des Druzes. Et les Druzes, bien sûr. Voilà. Alors une dernière question, ce livre extraordinaire, ces rencontres, cette aventure, pourquoi vous avez choisi de l'écrire et de le partager? D'abord donc, c'est un travail sur moi-même au départ et quand je suis allé en Israël tous les matins donc, j'allais dans ce café ou d'autres cafés, j'alternais avec d'autres cafés pour écrire, ce que je ressentais la veille et donc c'est devenu un journal, quotidien, j'ai même pas raconté la moitié des rencontres que j'ai fait dans ce livre, mais, et j'ai voulu en faire un témoignage d'abord à l'endroit à l'endroit de mes amis israéliens d'abord parce que en réalité, ce livre devait sortir avant le 7 octobre. J'aurais pu l'écrire avant le 7 octobre. Il y avait pas un projet précis et puis il y a eu le 7 octobre, cette sidération absolue que nous avons tous eue pendant des mois et des semaines à suivre ce qui se passait et donc finalement, je me suis dit, comme j'avais dit à mes amis israéliens lors de mon premier voyage à avant le 7 octobre, je leur ai dit notamment, quand j'ai vu des manifestations, des manifestants portant les drapeaux palestiniens 2 jours après un attentat qui a tué une Israélienne en Judée-Samarie, je leur ai dit: «Ne soyez pas naïfs, ils veulent votre mort» et donc moi, je voulais dire à mes amis israéliens: «La haine dont vous êtes victimes, ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de l'autre». Donc il y a cette culture de haine, il faut que vous l'intégriez. C'est votre honneur, c'est à votre tout à votre honneur de vouloir cette paix, de vouloir protéger les Palestiniens. Mais cette paix ne pourra être envisagée que lorsqu'on aura fait la guerre contre cette haine et c'est ça ce que je voulais dire. Mon livre est un état de lieu de cette haine. Pas uniquement mes amis israéliens, mais aussi aux citoyens, d'origine arabe, franco-arabe ou bientôt je vais les traduire en arabe aussi pour dire à mes frères de cette culture: «Regardez la haine en face, c'est comme ça. Si vous voulez protéger les Palestiniens,
Il faut partir de cette haine, il faut la déconstruire et c'est le meilleur service que vous rendez aux Palestiniens. Et puis ensuite, j'avais envie de leur dire ce que j'ai vu en Israël. J'ai vu une société complètement différente. Je suis parti à la rencontre de l'ennemi et je suis revenu avec plein d'amis. Donc voilà, la haine, elle peut être déconstruite malgré tout et elle peut faire place à la rencontre, à l'écoute. Moi, je pense qu'on peut avoir des différends avec des gens, on doit les écouter, écouter leur version de l'histoire et ensuite on décide si on est amis ou pas. Mais écouter l'autre, c'est très important. Merci beaucoup. Merci pour l'écriture de ce livre, un livre passionnant avec des rencontres, avec une déconstruction quant à l'image d'Israël, telle qu'elle a pu être, racontée dans votre enfance. Monsieur Rifaï, c'était un plaisir d'être avec vous sur Tandem TV et beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup de me recevoir. À bientôt. Au revoir. Merci.